Bonjour à tous. Nous avons étudié ensemble dans les premières vidéos les mécanismes cérébraux qui sont en jeu dans la communication et la manière dont ils sont altérés dans le vieillissement. Nous avons donc vu combien les personnes âgées peuvent être démunies dans leur communication et combien il peut être difficile de les comprendre et d'entrer en relation avec elles. Or, nous avons évoqué le fait que communiquer est un besoin fondamental. Il est donc très important d'apporter des solutions aux difficultés de communication des résidents pour continuer à répondre à leur besoin vital de communiquer. Pour cela, je vous propose dans les prochaines vidéos d'explorer les stratégies de communication que l'on peut mettre en place pour aider la personne âgée dans ses difficultés et instaurer une meilleure communication. Nous entrons donc dans le deuxième module de ce parcours. Nous allons tout d'abord découvrir ensemble quelle attitude il convient d'adopter pour entrer en communication, quelle posture permet un meilleur échange, puis je vous présenterai certains principes de l'approche Montessori qui a été adaptée pour les personnes âgées par le professeur Cameron Camp. L'ambition de ce professeur est d'apprendre à tous que le premier et plus fondamental besoin des personnes atteintes de troubles cognitifs est d'être considérées et traitées comme des personnes. Pour commencer, voyons quels sont les 5 principes qui permettent de proposer un cadre propice à la communication et d'instaurer une dynamique d'échange. Ces principes définissent les contours globaux d'une posture qui permet à celui qui communique de se sentir écouté et pris au sérieux malgré ses difficultés, et à celui qui écoute d'être véritablement présent et soutenant. Je vais donc vous décrire ces 5 principes en les illustrant à l'aide d'exemples concrets. Mais avant tout, gardez en tête que ces conseils que je vous donne sont seulement des clés qui vous sont proposées. L'important reste de faire de son mieux et de rester naturel dans votre communication, ce que je suis sûre que vous faites déjà. Le premier principe est l'accueil, c'est-à-dire accepter l'autre là où il en est et tel qu'il est, pour lui offrir un climat sécurisant et lui permettre de s'exprimer sans craindre d'être jugé sur sa manière de parler ou le contenu de ce qu'il dit. Par exemple, nous pouvons prendre le cas de Madame Durand, qui du fait de ses troubles cognitifs, répète chaque jour que son mari est décédé. L'aidant professionnel avec qui elle discute peut la recentrer sur le moment présent et la distraire de ce sujet en lui disant « Et si nous faisions cette activité ?» ou « Regardez le temps qu'il fait dehors », plutôt que de lui répondre « Je le sais, vous me l'avez déjà dit ». Il convient donc de reconnaître que les questions répétitives ou les sujets qui tournent en boucle chez une personne sont dus à ces troubles et ne sont pas imputables à la personne en elle-même. Il est aussi important d'accueillir l'émotion de la personne au sujet de ces questions répétitives, qui traduisent très certainement une préoccupation profonde. Vous pouvez donc demander à la personne « Est-ce que cela vous attriste de penser à votre époux ? Avez-vous des souvenirs heureux avec lui que vous souhaitez me raconter ?» Le second principe, c'est l'authenticité, c'est-à-dire adopter une posture de communication dans laquelle il n'y a pas d'arrière-pensée, pas d'attente de résultat. C'est donc voir la communication comme un échange et non pas comme une leçon. Ainsi, avec Madame Martin qui ne communique quasiment plus, il est quand même important, quand on lui prodigue des soins ou qu'on la croise dans les couloirs, de continuer à lui parler, à lui poser des questions, à la solliciter par le toucher ou la parole, même si on pense qu'elle ne répondra pas. En effet, cela permet de maintenir une communication avec elle. Cette posture demande cependant d'être dans une logique d'échange, dans laquelle on n'attend rien en retour. Le troisième principe est nommé focus. C'est donc le fait de se concentrer sur la communication, de considérer que celui avec qui nous communiquons est le plus important, mais aussi d'être attentif à tous les signaux de communication, verbaux ou non verbaux. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre une situation courante. Il y a 2 membres du personnel soignant dans la chambre de Madame Durand pour les soins. Au lieu de parler entre eux au sujet de Madame Durand en disant « Elle est irritée à cet endroit, il faudrait lui mettre de la crème », les membres du personnel préfèrent s'adresser directement à elle, puisqu'ils sont dans une situation de communication. Ils vont donc dire « Nous allons vous mettre de la crème à tel endroit puisque vous êtes irritée, Madame Durand ». Faire cela leur permet aussi de rester plus attentifs aux signaux de communication de la résidente. Le 4e principe, c'est celui de la bienveillance et du respect, c'est-à-dire le fait de croire dans les capacités de communication de son interlocuteur. C'est ce qu'on appelle la présomption de compétence, et de lui donner le temps et les occasions de répondre. Ainsi, quand un aidant commence à discuter avec M. Dupont, il croit réellement qu'il va être un bon partenaire de communication et qu'il va pouvoir dire des choses intéressantes. Quand M. Dupont cherche ses mots,
Plutôt que de directement proposer un mot qui pourrait convenir, l'aidant lui laisse une dizaine de secondes au moins pour chercher son mot. Le cinquième et dernier principe est celui de l'écoute. Il nécessite donc de manifester une posture d'écoute pour ne pas imposer à l'autre ce que l'on pense bon pour lui, mais le laisser choisir. Ainsi, il convient de changer nos tournures de phrases. En effet, souvent nous disons « nous allons faire cela », alors qu'il vaudrait mieux dire « préférez-vous cela ou cela ? Voudriez-vous que nous fassions cela ?» Cela permet de redonner du choix aux résidents et de les rendre plus acteurs et par conséquent plus communicants. J'ai bien conscience que c'est difficile et pas forcément faisable d'appliquer l'ensemble de ces principes avec vos emplois du temps souvent surchargés et la masse de choses que vous avez à faire. Cependant, l'important c'est de les garder en tête. En effet, ces principes, plus qu'une liste de choses à faire, c'est surtout une attitude, une disposition d'esprit que vous pouvez développer. Cette disposition d'esprit, c'est d'être pleinement présent au résident quand vous lui parlez, dans la mesure du possible. C'est aussi être attentif au résident, aux tous les signes de sa communication, à tous les petits signaux qui peuvent vous aiguiller sur ce qu'il veut. C'est aussi reconnaître les compétences du résident, pouvoir lui proposer des activités qui lui conviennent, et surtout c'est découvrir tout ce dont le résident est encore capable et le mettre en avant. Pour cela, l'approche Montessori pour les personnes âgées développée par le professeur Camp, dont nous parlerons plus dans les vidéos 9 et 10, propose de réaliser un bilan des capacités de la personne âgée en se fondant sur la notion de compétences préservées. L'objectif, c'est donc de lister quelles sont les compétences préservées du résident, ce qui permet ensuite de proposer des activités adaptées au résident et à ses capacités. Cette posture est plutôt en contradiction avec la manière de faire actuelle, qui se fonde sur l'analyse des déficits, ce qui est une méthode moins efficace pour proposer des activités ciblées. En effet, si je sais seulement qu'une personne n'aime pas courir, je sais que je ne vais pas lui proposer de foot ni de course à pied. Mais je ne sais pas, entre toutes les activités qui restent, laquelle sera la plus indiquée. Au contraire, si je sais que cette personne est très douée pour les tâches fines et précises et qu'elle sait bien se repérer dans l'espace, je vais lui proposer du tricot qui rentre tout à fait dans ses compétences. Adopter cette démarche nécessite donc de changer en profondeur de regard et de posture pour découvrir chez les résidents plus de compétences que ce que l'on en voit d'habitude. Par exemple, au lieu de nous focaliser sur les troubles cognitifs et comportementaux de Madame Durand qui déambule sans cesse, nous pouvons remarquer qu'elle est encore capable de marcher. Nous pouvons alors lui proposer des activités qui nécessitent de marcher, promener un chien, accompagner la personne qui distribue le courrier, etc. Cette posture permet aussi de plus valoriser le résident sur ses capacités préservées et d'être attentif à maintenir ses capacités. Cela permet aussi d'entrer plus facilement en communication avec le résident, en sachant quels éléments vont être facilitateurs. Par exemple, un support écrit pour les consignes ou des gestes. Concrètement, le bilan proposé par l'approche du professeur Camp se fonde sur ce schéma. Pour les 4 grands domaines, il propose de regarder chacun des points et de noter si cela est possible ou non pour le résident. Il est important de ne pas réaliser ce bilan seul, mais à plusieurs, pour être plus objectif sur les compétences du résident. En fonction de ce qui aura été repéré comme capacité de la personne, on pourra alors lui proposer des activités ou des aides adaptées. Par exemple, si le bilan met en avant que Madame Durand qui se perd souvent dans l'EHPAD sait encore lire, les aidants pourront mettre en place une signalétique écrite sur les portes pour l'aider à se repérer. Il est également très important de laisser absolument faire au résident ce qu'il a encore la capacité de faire, même si cela peut sembler coûteux pour lui ou lui prendre plus de temps. En effet, ça lui permet de continuer à exercer cette fonction et donc la maintenir un maximum de temps. Ce qui est à noter, c'est que souvent, les compétences préservées le plus longtemps sont la mémoire procédurale, donc les séquences de gestes comme le vélo ou le tricot, et la lecture, sauf en cas de troubles visuels. Vous pouvez aussi demander la réalisation d'un bilan orthophonique pour certains résidents. L'orthophoniste fera le point sur les compétences en langage du résident et sur son fonctionnement cognitif. Elle pourra vous donner des conseils sur votre manière de communiquer avec lui, sur les adaptations à mettre en place. C'est également l'orthophoniste qui fait le point sur l'alimentation de résidents. Est-ce qu'il doit manger mixé ou normal? Quels sont les risques de fausse route, etc. À la suite du bilan orthophonique, il se peut qu'une prise en charge soit proposée. À ce moment-là, elle portera sur l'un des axes que nous avons vus pour le bilan. Et l'orthophoniste pourra venir une ou plusieurs fois par semaine dans l'EHPAD
pour aider le résident sur l'un de ces domaines. Nous voilà arrivés au bout de cette première vidéo sur les postures de communication. Les notions clés que je vous ai données dans cette vidéo, c'est d'abord que pour faire naître la communication et pour qu'elle se passe bien, il faut un cadre qui soit fabuleux. Focus, accueil, authenticité, bienveillance et respect, écoute. Ensuite, il est important de changer notre regard et de s'attacher à voir les performances et les compétences du résident, plutôt que de se focaliser sur ses déficits. Il est primordial de continuer à croire dans les capacités du résident. Enfin, rappelez-vous que Maria Montessori disait que toute aide inutile est une entrave au développement de l'individu, et que chaque chose que vous faites à ma place est une chose que vous m'enlevez. Donc, une fois que vous connaissez les compétences de la personne, veillez à la laisser agir dans les domaines où elle peut exercer ses capacités, dans la mesure du possible. Au travers de cette vidéo, vous voyez que pour améliorer la communication et trouver des solutions aux difficultés dans les échanges avec les résidents, il convient de changer en profondeur de posture. Les conseils que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos, tout comme ceux de celle-ci, concernent donc certes la communication, mais aussi tout l'environnement du résident. En effet, l'approche que je vous propose est une approche très globale. D'une part car la communication traverse tous les domaines de notre vie, et d'autre part car notre propension à communiquer dépend de notre humeur et de notre bien-être, de tout ce que l'on vit. Donc plus notre environnement est stimulant et porteur, et plus nous sommes aptes à communiquer. Pour terminer, je vous propose de choisir un résident en particulier sur votre lieu de travail et d'essayer de l'observer, avec des collègues si vous le pouvez, à travers le bilan de compétences du professeur Camp. Votre objectif sera de trouver au moins 2 compétences à ce résident. Vous pouvez aussi essayer de trouver une activité en lien avec ces compétences préservées ou un geste du quotidien que vous pourriez proposer à faire en autonomie à ce résident. Cette vidéo sur les postures de communication est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée et n'oubliez pas s'il vous plaît de répondre au tout petit questionnaire dont le lien est dans la description. À bientôt!